Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec le spécialiste des pompes à chaleur, de la climatisation et de l'énergie solaire, Éco-Solutions. Éco-Solutions à Périgny, un spécialiste pour vos économies d'énergie. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez maintenant, tous les vendredis, nous accueillons un nouvel acteur de l'économie, de la politique et du social en Charente-Maritime, principalement en Aunis. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Donc, avec cette belle météo. Oui, tout à fait, oui. Soyez très prudents sur la route. Sur les routes, oui. Deuxième MAG de l'année. Nous allons nous intéresser cette semaine aux artisans de la Charente-Maritime. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sylvie Martin, la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime. Sylvie Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, non seulement vous êtes présidente de la CMA, mais aussi vice-présidente de la CMA R, Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est la chambre de métier de l'artisanat régional voilà, de la Nouvelle-Aquitaine. Mais vous êtes aussi présidente de la CAPEB, c'est ça 17 Absolument. aussi Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Voilà, tout à fait. Vous chapeautez forcément le CFA de Lagor et de Jonzac. Vous êtes co-gérante, donc vous êtes dans le métier, vous êtes co-gérante d'une entreprise artisanale de menuiserie basée à Saint-Rogatien qui s'appelle SPM Habitat. Avec toutes ces casquettes, Sylvie et Martin, vous arrivez à être dans votre entreprise quand même ? Absolument. On reste avant tout chef d'entreprise. Oui. J'ai la chance d'avoir une petite entreprise artisanale à taille humaine où on travaille tous les deux avec un apprenti. D'accord. Voilà. Et j'ai une fonction essentiellement administrative, du coup, que je peux faire à tout moment de la journée. D'accord. Parce que toutes ces casquettes doivent vous obliger à être présente dans un certain nombre de réunions, de choses comme ça Oui, c'est vrai, il faut être très présent sur le terrain, mais on n'oublie pas avant tout de garder les pieds sur terre, pas oublier d'où on vient et où on va, et on reste avant tout chef d'entreprise. Pour bien connaître les sujets, il faut être en exercice, bien entendu. Donc la semaine à 35 heures, vous ne connaissez pas ? C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on va dans cette émission voir un petit peu ce qu'est la CMA de Charente-Maritime, le CFA, et puis on va parler bien évidemment de la situation de nos artisans aujourd'hui. Donc pour tout le monde comprenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Chambre des métiers de l'artisanat, des métiers de l'artisanat, tout à fait, de Charente-Maritime. Donc, la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est un établissement consulaire, comme la CCI. Ça veut dire quoi, établissement consulaire ? On entend beaucoup ça. Comme la CCI. Ouais. En fait, c'est un établissement public. Alors, nous, pour la CMA, depuis la loi Pacte, nous sommes un établissement public qui est régional, donc au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, avec, pour les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, des délégations territoriales. Est-ce à dire que vous percevez des fonds d'État ? Absolument. Le fonctionnement des chambres de métiers, établissements publics sous tutelle de l'État, fonctionne grâce aux taxes pour frais de chambre de métiers et ensuite aussi les taxes d'apprentissage qui sont perçues pour les CFA. Est-ce qu'on est obligé d'être à la chambre quand on est artisan, par exemple ? Alors, un artisan, quand il s'installe, il est obligatoirement inscrit à la chambre de métiers. Nous avons un certain nombre de métiers qui sont protégés, qui nécessitent de la part des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise d'avoir des diplômes, des CAP, des BP, coiffeurs, c'est l'explication du mot protégé, c'est ça ? Oui, absolument. Avoir des qualifications pour exercer ces métiers-là. C'est ce qui nous différencie de la CCI, des chambres de commerce. Et parfois, un artisan, puisqu'il est en société, il va être inscrit et à la chambre de métier et à la chambre de commerce. Vous êtes chef d'entreprise, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous a motivé à un moment donné à dire moi je brigue la présidence de la CMA parce que vous auriez pu rester adhérente de la CMA puis dire vous avez succédé à Yann Rivière, hein, c'est bien ça ? D'accord, qui lui maintenant est conseiller régional. C'est exact. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors en fait, moi je suis arrivée dans l'artisanat il y a une quinzaine d'années
Et j'y suis arrivée pour des raisons personnelles et professionnelles, hein, puisque j'ai été adjointe au maire sur une commune. Et du coup, pour mieux allier mon activité professionnelle et, entre guillemets, politique, j'avais besoin de temps pour exercer ces fonctions. Et du coup, j'ai découvert, en arrivant dans l'artisanat, j'ai été très surprise que du coup, la situation des artisans qui travaillent beaucoup, qui ont parfois des conditions de travail pénibles, dans le froid, pour le bâtiment, ou des fois aussi dans le chaud, avec les températures caniculaires que nous avons eues pendant l'été. Et j'ai découvert du coup des personnes qui étaient très résilientes, qui mettaient vraiment leur trip et leur fortune, toute leur vie dans ces entreprises. Et j'ai découvert des situations qui parfois étaient très difficiles, parce qu'ils n'en parlent pas, ils n'osent pas en parler. Donc je me suis dit, il faut porter la voix de ces artisans, dire qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, leur pénibilité. Après, il y a aussi, c'est des gens qui sont passionnés. Donc du coup, quand on vit une passion, on ne compte pas ni le temps qu'on y passe, ni la manière dont on l'exerce. Mais au préalable de briguer la présidence, vous étiez dans le conseil d'administration, dans le bureau, je ne sais pas comment ça fonctionne, ou d'un seul coup, comme ça, vous avez brigué la présidence? Alors déjà, quand je suis arrivée dans la profession du bâtiment, j'étais acheteuse industrielle précédemment, dans des grosses industries sur La Rochelle, et je connaissais bien le milieu des collectivités locales, puisque j'étais adjointe au maire de Saint-Rogatien depuis les années 2000. Et je me suis dit, pour bien maîtriser le sujet, il faut déjà se former à la gestion d'entreprise. Donc, j'ai fait une première formation de gestion d'entreprise. Ensuite, j'ai fait une formation, l'école des cadres, pour du coup bien maîtriser nos instances politiques. Pouvoir, voilà, on ne parle pas à un député, à un sénateur comme on parlerait à un artisan. Maîtriser vraiment toutes les instances. Et en effet, sous la dernière mandature, j'ai été élue, entre guillemets, dans l'opposition de M. Rivière. Mais néanmoins, je siégeais aussi dans la majorité régionale. Ce qui fait que... Ça fait des casquettes en plus, ça, dit. Voilà, que j'ai participé à cette régionalisation qui nous a été imposée par la loi Pacte. Comment ça se passe? Vous faites campagne pour être présidente? Est-ce que, voilà, vous parlez d'opposition, c'est assez surprenant. En fait, voilà, en France, il y a 2 grands syndicats. Je ne vais pas les citer. Voilà, la CPME et le MEDEF. Et moi, je représente l'UDP, l'Union des professions de proximité. En tant que présidente de chambre de métier, maintenant, je représente tous les artisans, quelle que soit leur casquette. Mais l'Union des professions... C'est comme le président de la République, vous représentez tous les Français. Voilà. Le fait que vous soyez passée présidente, vous n'êtes plus adhérente à ce syndicat? Ah si, je suis toujours adhérente. Mais je porte les valeurs de tous les artisans. Vous portez la voix de tous les artisans. De tous les artisans. Voilà, l'UDP, c'est 3 millions d'entreprises en France. Et c'est tous les artisans qui interviennent au quotidien chez vous, de votre boulanger jusqu'à votre mécanicien. Et on a intégré aussi les professions libérales, alors qui ne sont pas inscrits chambre de métier, mais qui font du coup de cette organisation professionnelle la première organisation patronale de France. Alors, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez taper à la porte... Les élections. Absolument, pendant les élections. Ce sont les artisans qui votent? Oui, ce sont les artisans qui sont inscrits à la Chambre des métiers. Il y en avait 20 000 à peu près, là, aux dernières élections l'année dernière. Pour la Charente-Maritime. Pour la Charente-Maritime. Et il fallait donc constituer une liste avec les 12 départements. Il fallait que chaque département ait une liste constituée. Ah oui. Donc en fait, c'est une double élection, c'est-à-dire qu'il y a l'élection pour la Chambre de la Charente-Maritime et la Chambre régionale en même temps? C'était une seule et même élection. D'accord. Puisque maintenant, c'est régional. Il y avait un seul bulletin de vote avec toutes les listes. D'accord. Combien de listes? 2. 2 listes, voilà. D'accord. La liste UDP, la liste CPME. Et donc vous étiez tête de liste? J'étais tête de liste, absolument, pour la Charente-Maritime. Et donc après, on fait campagne. Sur la liste, on avait 25 ou 30 artisans. Il fallait respecter aussi, parce que vous savez que dans l'artisanat, il y a plusieurs métiers qui sont représentés. Donc il y a l'alimentation, il y a le bâtiment, il y a la production, il y a les services, coiffeurs, etc. Donc il fallait respecter une certaine parité, que tous les métiers que tout le monde soit représenté. Aussi. Et j'ai veillé aussi, puisque dans la nouvelle organisation, on est organisé en commission territoriale, on a un département qui est tout en longueur, nous avons 3 commissions territoriales. J'ai cherché aussi qu'il y ait des élus dans tous les territoires. C'était quand ces élections? C'était au mois d'octobre. Au mois d'octobre, et vous avez fait campagne pendant combien de temps?
Pendant 1 mois et demi, 2 mois. D'accord, donc comme disait Ludovic, vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous êtes allé à la rencontre des artisans. Oui, il y avait les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux, ouais. Et puis l'UDP avait le soutien de toutes les organisations professionnelles. On est très structuré en fédération. L'UNACAC pour les couturiers, l'UNEC pour les coiffeurs, la Fédération de la boulangerie. Et tout ça, ça tisse une toile d'araignée un peu invisible, mais qui fait que j'ai le soutien de toutes ces fédérations, eh bien, ça faisait... C'était quoi votre slogan de campagne ? C'est la voix des artisans. Porter la voix des artisans, être sur le terrain, au plus près des artisans, à l'écoute. Donc aujourd'hui, au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime, il y a combien d'élus ? On est 25 au niveau départemental. Et donc entre majorité et opposition, ça se passe comment ? Ça se passe très bien. Non, mais au niveau des chiffres. 25, et on est 8 au niveau régional. Donc au niveau régional, on est 5 de la majorité et 3 de l'opposition. Et départemental ? Et départemental, on a intégré ce qu'on voulait, donc les 5. Plus, j'ai voulu intégrer aussi des gens qui étaient représentatifs de certaines professions, comme il y a une restauratrice, un orthodontiste, il fait des appareils, là, prothésiste dentaire. Voilà. D'accord. Vraiment, qu'il y ait aussi une représentation des métiers. Vous vous réunissez souvent ? Alors, on a un minimum l'obligation de se réunir en commission territoriale 2 fois par an. Donc, commission La Rochelle, Réaunis pour le nord, littoral qui va jusqu'à l'île d'Oléron, Rochefort, l'île d'Oléron, et ensuite la commission de Saintonge. Et ensuite, une fois qu'on a réuni ces 3 commissions, on fait une conférence territoriale où on invite tous les élus, justement pour faire un compte-rendu à la région de quelles ont été nos actions. Et là, actuellement, du fait de l'actualité, j'ai convoqué une conférence territoriale lundi où j'ai invité du coup tous les élus à venir. Les élus, c'est-à-dire ? Les élus chambre de métier. D'accord. Et monsieur le préfet sera là aussi, afin de pouvoir relayer à mes élus l'actualité pour qu'ils puissent, eux, dans leur proximité, aussi accompagner les artisans, notamment sur la crise énergétique qu'on entend beaucoup dans les médias. On va en parler. Est-ce que c'est facile d'être une femme dans un milieu masculin comme celui de l'artisanat ? Même s'il y a de plus en plus de femmes, il faut le dire. Est-ce que c'est facile ? Et en plus, je représente un métier du bâtiment. Oui, c'est ça en plus. C'est facile ? Vous arrivez à vous faire entendre ? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous tapez du poing sur la table de temps en temps en disant non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de taper sur la table. C'est vrai qu'alors la Charente-Maritime, du coup, on est un peu exemplaire puisqu'on a une présidente de département qui est aussi une femme qui s'appelle Sylvie. On a la même sur ce plateau, on est de la même époque, puisqu'à 1 mois près, on a le même âge. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il y a nos personnalités, être à l'écoute des gens, qu'on soit un homme ou une femme. Moi, je ne fais pas la différence. Aujourd'hui, moi, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes. Non, mais au niveau des artisans, ça va, ça gronde pas en disant « c'est une femme ». Aucun souci, au contraire. Non, très bien, non, mais c'est une très bonne chose. Revenons sur le fonctionnement de la Chambre. Il y a combien de salariés au sein de la Chambre ? Alors, la Chambre des métiers, il y a 290 salariés. Ils sont payés par qui alors ? Parce que ça fait quand même un nombre assez important. Ils sont payés par la Chambre régionale des métiers, Nouvelle-Aquitaine. Donc des fonds d'État aussi alors après ? Oui, c'est des fonds, absolument. D'accord. Et on est une des plus grosses chambres de métiers de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a 24 000 artisans inscrits au répertoire des métiers. Et pour vous donner un exemple, en 2021, on en avait 21 000. 22 000, donc on est en progression constante. Donc la crise Covid, il n'y a pas eu d'érosion de la crise Covid, bien au contraire. Non, bien au contraire, puisque après la crise Covid, on a des gens qui étaient en quête de sens et qui du coup sont venus exercer dans nos métiers de l'artisanat. Alors, soit ils se sont formés, soit ils avaient déjà des carrières qui pouvaient permettre cette reconversion. Qui pouvaient être compatibles avec l'artisanat. Voilà. Mais on est sur une phase de croissance, de création d'entreprises toujours exponentielle, avec par contre 80% des entreprises qui se créent en micro. Ah, et c'est un problème ça ? Alors, c'est un problème dans certains métiers. Pas dans tous les métiers, pour les métiers du bâtiment qui nécessitent d'avoir des habilitations ou des qualifications. Ou des assurances, par exemple. Assurances, voilà, pour exercer, oui. Après, pour certaines professions, prestations intellectuelles, être en micro, ça pose pas de souci.
24 000 adhérents, on peut les appeler comme ça. Ça leur apporte quoi d'être adhérents à la Chambre des métiers, concrètement? Un exemple concret. Alors déjà, ils ne sont pas adhérents à la Chambre des métiers, ils sont inscrits au répertoire des métiers. Et de facto, donc, ils font partie de cette Chambre des métiers de l'artisanat. Absolument. Donc c'était mes électeurs, puisque les élus Chambre de métiers sont élus par leur pairs, artisans. Ça leur apporte, disons que tout au long, on a trois grandes vocations. Donc accompagner les artisans de la création au développement jusqu'à la transmission d'entreprise. Donc des conseils. Absolument, des conseils avec accompagnement. Voilà, des accompagnements sur le numérique, sur les ressources humaines, sur l'hygiène, la sécurité, le développement durable. On a tout un tas. Donc ça, c'est des formations, c'est des prestations, c'est payant. C'est des accompagnements payants, absolument. Donc il faut par qu'ils des payent techniciens qui sont spécialisés dans ces thématiques-là. Et puis après, une autre vocation, c'est la formation des chefs d'entreprise et de leurs salariés. Parce que le chef d'entreprise qui a acquis à un instant T un CAP, un BP, jusqu'au BTS, il est important que tout au long de sa carrière, il continue à pouvoir évoluer, notamment sur des réglementations. On a vu la digitalisation depuis le Covid, à quelle vitesse ça a été. Donc on a ce type d'accompagnement-là. Être présent sur les réseaux sociaux. Donc, il est important, et ça on dit des formations de gestion aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un artisan, avant tout, il a un savoir-faire, mais la gestion dans l'entreprise est très très importante. Oui, surtout qu'elle est compliquée. Et très compliquée de nos jours. L'administratif derrière, etc. etc. Est-ce qu'il y a, vous nous dites qu'il y a 24 000 artisans sur la Charente-Maritime. Est-ce qu'il y en a assez? Après, c'est bon, la répartition, nous, on voit par rapport sur le département, la volumétrie, on a à peu près 37% de bâtiments, une trentaine de pourcents d'artisans de services. Et par contre, au niveau de l'alimentaire, il y en a un peu moins, 12% et 17 en fabrication. Et la répartition est variable. Oui, sur le territoire, est-ce qu'il y a des dents creuses, par exemple? Est-ce qu'il y a sur certaines parties de la Charente-Maritime où il y a un besoin d'artisans, de création d'entreprises? Alors, on peut éditer, on travaille sur la donnée, et du coup, on peut éditer des portraits de territoire. Et nos commissions territoriales, elles ont été justement basées sur ces bassins d'emploi. Si on parle du bassin d'emploi de Saint-Jean-d'Angély, par exemple. Alors, j'ai des élus, du coup, qui siègent dans cette commission, qui sont beaucoup plus à même, et des techniciens aussi, de vous donner des données sur ce territoire-là. Est-ce que le monde de l'artisanat vieillit? Quelle est la moyenne d'âge? Alors, c'est vrai qu'on a 30% des artisans qui ont plus de 55 ans. Donc, ils vont partir en retraite. Qui vont partir en retraite et qui doivent penser à transmettre leur entreprise. Et le sujet de la transmission reprise est un vrai sujet dont il faut qu'on s'empare. Parce que, arrivé à 55 ans, il faut que le chef d'entreprise, il anticipe. Il anticipe, parfois, c'est au-delà de son outil de travail, c'est son patrimoine. Oui, donc il prend des risques. Et on sait qu'il y a des professions qui sont plus faciles à transmettre que d'autres. Lesquelles? Les professions alimentaires, par exemple, les boulangers. Alors, à l'inverse, lesquelles sont à la peine? Aujourd'hui, sur les professions du bâtiment, c'est plus difficile à transmettre. Parce que du coup, les gens, ils sont installés en micro. Oui, parce qu'on en demande quand même du bâtiment, c'est un peu... Oui, mais ils vont s'installer en micro. D'accord. Et du coup, alors que s'ils cherchaient à reprendre une entreprise, c'est un gage de sécurité pour l'avenir. Prendre une entreprise qui a un carnet de commandes, qui peut éventuellement accompagner le repreneur sur quelques années. Mais justement, pas les repreneurs, mais les nouveaux artisans qui sont en micro, qu'est-ce qu'ils vous disent pour rester en micro ou être en micro? Ils vous disent, voilà, moi, être en SARL ou en EURL, c'est trop risqué pour moi, c'est ça le discours? Il y a trop de risques pour... C'est la facilité. En fait, c'est la facilité. La facilité de s'installer en micro. Peut-être se tester au départ sur une forme de micro et après basculer sur un autre régime. Alors, c'est ce que la loi aurait dû prévoir. Au départ, c'était un peu prévu comme ça, que le statut de micro soit un statut temporaire, un tremplin vers un autre statut qui soit un peu moins... parce qu'il faut appeler un chat, c'est un peu de la paupérisation de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, un électricien, il est chez son patron, il se prend un peu la tête avec lui. Et il crée sa micro. Et puis, micro. Dans la nuit, il se met sur l'ordinateur et il se crée son entreprise.
Et si on manque de main-d'œuvre aujourd'hui dans nos entreprises artisanales, c'est parce que bon nombre de salariés, en quête de sens ou en quête de liberté aussi, ils se sont installés à leur compte. Je me souviens à l'époque, quand effectivement les micro-entreprises sortaient, les artisans voyaient ça d'un très mauvais œil déjà, parce que le statut permettait aussi quand même s'il y avait un plafond de chiffre d'affaires, de faire quelque part de la concurrence déloyale, hein, je me souviens des termes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'au niveau des artisans, on a toujours ce ressentiment en disant « hop, la micro-entreprise, non, c'est pas des vrais artisans, ça ». C'est vrai qu'on arrive là à 80% de création en micro, hein. Et par exemple, chez les coiffeurs, il y a beaucoup de coiffeurs ou coiffeuses qui s'installent en micro pour faire du domicile. Oui, c'est du domicile, c'est ça. Voilà, ouais. puisqu'il n'y a pas les charges du salon, ils font du domicile. Concurrence déloyale, oui. On ne peut pas comparer les charges d'un micro et les charges d'une personne qui est en société. Hein. Pourtant, vous devez les contrôler, comme vous expliquiez tout à l'heure, parce que c'est des métiers protégés, ils ont les mêmes diplômes, ils ont... En micro, on est obligé, on est quand même obligé d'avoir... il faut quand même, dans certaines professions, avoir les diplômes. Je reviens sur un point un petit peu en arrière. Sur votre élection, vous êtes élu pour combien de temps? Votre mandat, il dure combien de temps? Le mandat est de 5 ans. Et est-ce qu'il est renouvelable? Il est renouvelable, après il y a une limite d'âge. D'accord. Qui a 65 ans. D'accord. Oui, donc vous disiez tout à l'heure, vous manquez de main-d'œuvre. Les entrepreneurs ont du mal à recruter aujourd'hui? Absolument. Il y a certains métiers qui sont fortement en tension, comme la restauration, les métiers du bâtiment aussi. Malgré que l'on forme, après les jeunes, ils restent ou ils ne restent pas hein, dans les métiers qu'ils ont choisis. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes? Ils disent non, c'est mal payé, c'est trop difficile, j'ai pas envie de me lever à 7h du matin pour embaucher à 8. Des fois, ils font un choix d'un métier, ils sont jeunes. Je prends le boulanger, il faut se lever de bonne heure, etc. C'est ça. Donc le jeune, au bout de 2 ans, il se rend peut-être compte que ce métier n'est pas fait pour lui parce que c'est pénible de se lever de bonne heure le matin et il choisit autre chose. Globalement, il y a un taux d'insertion après les diplômes de 60%. C'est des emplois qui sont non délocalisables, des emplois de proximité. Donc oui, les artisans embauchent. Et on ne trouve pas spécialement, surtout dans certains secteurs en tension, comme la restauration et le bâtiment, manque de main-d'œuvre. Alors, est-ce que c'est le boulot là, de la chambre de métier d'aller susciter des vocations, d'aller chercher les jeunes et leur dire « Mais si, regardez, vous avez plein d'avantages ». C'est ça On accompagne les chefs d'entreprise aussi sur le RH. Parce que être chef d'entreprise, les ressources humaines, on sait que c'est le plus difficile dans une entreprise, la relation humaine. Surtout qu'aujourd'hui, les salariés ont une nouvelle relation au travail. Depuis le Covid, la situation s'est inversée. Hein. Ils regardent les conditions de travail, les horaires, les RTT, le télétravail, tout rentre en jeu aujourd'hui. Hein. Donc, le BTP, le télétravail dans le BTP, ça va être chaud quand même. Absolument. Dans la coiffure. Dans la coiffure. Mais voilà, le métier de chef d'entreprise, avant tout, c'est un savoir-faire. Et du coup, tout ce qui gravite autour, sécurité, ressources humaines, la gestion, c'est là où on a notre valeur ajoutée pour les accompagner. Mais est-ce que la CMA, par exemple, intervient dans les collèges pour présenter différents métiers? Est-ce que vous avez de la communication dans ce sens-là? Absolument. Les développeurs de l'apprentissage se rendent dans les collèges. Il y a une opération qui s'appelle Bravo les artisans, qui est d'ailleurs en partenariat avec le conseil départemental. Et on va présenter les métiers dans les collèges qui veulent bien encore nous ouvrir les portes. Hein. Certains ne vous ouvrent pas les portes. Suivant les secteurs géographiques, on est plus ou moins bien accueillis. Voilà. Ah oui, vous savez pourquoi? Donc en début d'année, on invite tous les principaux de collèges à venir au CFA, que ce soit à Lagore ou à Saint-Germain-de-Lusignan, de manière à leur présenter déjà les filières que l'on propose, parce qu'il n'y a pas que des CAP, ça va jusqu'au BTS, et on a des filières d'excellence, avec aussi des parcours, les jeunes peuvent aller en Erasmus, à l'international, il y a une section sport-études. Quel sport? Le rugby? Le foot? Il faut un petit peu tous les sports. D'accord. Et ça leur permet de choisir après. S'ils exercent des sports en compétition, de garder un certain niveau. D'ailleurs, le CFA de Lagore est champion régional pour la Nouvelle-Aquitaine de foot à 7.
On va en parler du CEF, on va aller creuser un petit peu et voir un petit peu ce qui s'y passe. Concernant la crise Covid, donc moi je suis surpris, mais c'est tant mieux, hein, il y a eu de la création d'entreprises. Hier, vous étiez à l'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce et Thierry May, le procureur de la République, qui intervient au tribunal de commerce, a eu cette phrase. Il disait « Une crise peut cacher une autre crise ». Lui, il craint l'effet rebond en 2023, et notamment par le remboursement des PGE, des prêts garantis par l'État, et la régularisation des taxes URSSAF et TVA. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche, en fait? Alors c'est vrai que depuis quelques années, depuis la crise Covid, on a un petit peu... c'est le millefeuille, hein. Il y a eu la crise sanitaire. Après, il y a eu, je pense, l'effet d'aubaine sur l'inflation des prix post-Covid. Après, on a eu la guerre en Ukraine, où là, on a repris des hausses de prix et des difficultés d'approvisionnement. Hein. Et puis, le millefeuille, là, maintenant, c'est la crise énergétique, hein, dont tout le monde parle. Et c'est vrai que cette crise énergétique, elle tombe en même temps que les entreprises vont commencer à rembourser le PGE. Donc vous craignez de la casse? On ne veut pas être alarmiste, mais il était très prudent hein, hier. Oui. On informe les artisans, notamment ceux qui sont le plus consommateurs d'énergie, sur les aides du coup, que l'État met en place. Mais c'est pareil, concernant ces aides, c'est encore un peu le millefeuille, avec le bouclier fiscal, le bouclier, l'amortisseur, il faut faire des démarches. Et aujourd'hui, les artisans, ils ont la tête dans le guidon, ils ne prennent pas spécialement le temps de faire toutes les formalités. Donc on a alerté ceux qui étaient les plus sensibles, les boulangers, mais on sait que les restaurateurs, les pizzaiolos, les bouchers, ils seront tous touchés. Mais est-ce qu'eux viennent vous voir en tirant la sonnette d'alarme? On les a alertés, on a fait même une action de phoning depuis début janvier. Oui, mais est-ce qu'il y a eu l'effet inverse aussi? Est-ce qu'eux sont venus vers vous en disant on va avoir des soucis? Il y en a certains qui en ont pris conscience et du coup qu'on réagit très vite, mais ce n'est pas la majorité. Et je pense que la prise de conscience va se faire au moment où les factures d'énergie vont tomber. Et là, c'est là où je les alerte. Il ne faut pas attendre que les factures arrivent. Il y a des formalités à faire avant. Pour obtenir quoi? Pour obtenir du coup un plafonnement des prix d'énergie, pour obtenir les aides de l'État sur le site impôts.gouv, etc. On a fait des réunions d'information, des réunions soit en webinaire, soit en présentiel, des actions de phoning. Et c'est vrai que les artisans, la période de Noël, c'était les fêtes, il fallait qu'ils travaillent. Là, c'est la période des galettes, c'est pareil. Je me suis rendue sur le terrain. Ils sont au courant de la situation, mais ils ont trop la tête dans le guidon pour regarder cette gestion. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au sein de la CMA, mettre en place un système exceptionnel d'assistance, là, véritablement, pour, à la rigueur, peut-être, pourquoi pas, faire à leur place? Alors, au niveau de la préfecture, ils ont mis en place... il y a une cellule de crise, déjà, qui s'était mise en place post-Covid, hein, qui avait été mise en place par le gouvernement. Et là, sur le département, dans tous les départements, il y a un référent DGFiP qui a été mis en place pour aider justement les artisans qui étaient vraiment dans des situations... presque catastrophiques, c'est ça? Presque catastrophiques, voilà. Et là, comme demandait Yannick, là déjà vous avez une vision un petit peu des choses, savoir on va avoir 10% de casse, 20% d'artisans qui vont disparaître parce qu'ils ne pourront pas de toute façon payer quoi qu'il arrive. Le souci, c'est que dans cette crise énergétique, chaque cas est un cas. Puisqu'ils ont mis des conditions de compteurs bleus, compteurs jaunes, des histoires de KVA, 36 KVA, un nombre de salariés. Pourquoi mettre 9 salariés ou 10 salariés pour avoir des aides? Un chiffre d'affaires, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on a des artisans qui, pour bénéficier des aides, ont licencié du personnel pour tomber à 9 salariés. À 9 salariés. Et puis toutes ces aides de l'État, moi je dis merci au préfet, je lui ai dit à la réunion la semaine dernière, mais c'est toutes des formalités à faire en ligne. Tout est digital. Est-ce que vous faites remonter vos inquiétudes au préfet aussi? Ça a été remonté. Là, vous êtes inquiète. Ça a été remonté la semaine dernière. Et c'est vrai qu'avec le PGE qui va venir par-dessus, les inquiétudes ont été remontées la semaine dernière. Et Nicolas Basselier, le préfet, il vous répond quoi là-dessus? Qu'il faut du coup contacter la personne de la cellule de crise qu'il a mis en place, c'est M. Cédric Fabre. Donc moi-même lundi, je refais une réunion du coup à la Chambre avec mes élus pour qu'ils aient bien les bons niveaux d'intervention. Et le préfet sera là. J'ai des artisans élus qui vont témoigner
Il y en a un qui m'a passé un coup de fil cette semaine qui m'a dit « Oui Sylvie, les aides c'est bien, mais tu sais que mon comptable il m'a dit que les aides je les aurai qu'en fin d'année. Donc quand la facture est tombée, les aides je les aurai pas encore. Donc c'est important qu'on demande aussi un report d'URSSAF de manière à avoir la trésorerie pour payer la facture d'électricité. » Mais au final, hein, il faudra bien payer tout ça un jour. Toutes ces avances. Et c'est compliqué, les artisans ils disent c'est compliqué. Pour eux c'est, je veux pas dire que c'est la crise de trop. Hein. Jusqu'à présent ils ont été résilients, compréhensifs, mais les aides, eux ils ne veulent pas travailler avec des aides. Eux ce qu'ils veulent travailler, que ce soit le fruit de leur travail. C'est comme les agriculteurs qui ne veulent pas forcément de la PAC. C'est ce que disait donc Thierry May hier, une crise peut en cacher une autre. Et aujourd'hui, nos boulangers ont été les amortisseurs de cette crise, puisqu'ils n'ont pas pu répercuter la hausse du beurre, la hausse de la farine. Aujourd'hui, les boulangers, ils travaillent... Enfin, on rogne tout sur nos marges. Mais est-ce que ça peut tenir longtemps? Est-ce qu'à un moment donné, le consommateur final, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le BTP ou la personne qui va acheter sa baguette, ne devra pas payer le juste prix, en fait, hein? Est-ce qu'il ne va pas falloir passer à ça et tant pis? Est-ce que le Français aura le pouvoir d'achat pour payer sa baguette plus chère? Parce qu'on l'a évoqué avec certains boulangers qui ont augmenté un petit peu le prix du pain ou de la baguette, et ils disent que du coup, ils ont moins de clients. Parce que le Français n'a pas non plus le pouvoir d'achat qui va bien. Hein. Alors il y a un autre problème, on parle de l'énergie, la pure, que ce soit le gaz, le carburant, puisque les artisans sont des gros consommateurs de carburant, puisqu'ils sont obligés de se déplacer, l'électricité, mais il y a l'approvisionnement en matériel et en matériaux. Est-ce que ça y est, ça s'est un peu régulé? Est-ce que ça va un peu mieux? On a connu ça en 2021, même avant la guerre en Ukraine, il commençait déjà à y avoir des grosses pénuries parce que forcément les gens sortaient, enfin les autres pays sortaient de la crise et donc étaient très, très consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ça va mieux pour les artisans? Est-ce qu'ils arrivent à s'approvisionner correctement ou c'est toujours la même chose? Alors c'est vrai qu'il y a eu l'effet d'aubaine après le Covid, où les prix ont flambé, mais le prix c'est une chose, mais comme vous disiez, l'approvisionnement c'est autre chose. Je sais qu'on a des couvreurs qui ont été obligés de faire des prêts de trésorerie pour stocker de la tuile, pour pouvoir faire leur chantier. Et les prix ont augmenté et ça ne redescendra jamais au niveau où c'était précédemment. Hein. Donc là, la première barrière, c'est les prix avant le matériel ou c'est un peu c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux de pair. C'est les deux de pair. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rogné sur leur marge. Hein. Alors oui, les chiffres d'affaires ont augmenté, mais la marge a diminué. La marge a diminué, voilà. Je reviens sur l'énergie, simplement un point technique. Au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat, est-ce que vous avez mis un plan de sobriété énergétique en place? Et si oui, quel est-il? Oui. Sur toute la Nouvelle-Aquitaine, on a mis en place un plan de sobriété énergétique, comme dans tous les ménages. Hein. On a descendu les températures à 19. Est-ce que vous sensibilisez les artisans là-dessus? Parce que comme ils consomment, peut-être qu'il y a aussi des manières de faire à revoir. On travaille beaucoup sur la RSE. La responsabilité sociétale et environnementale. Du fait, l'artisan, sa vocation première, c'est de travailler sur la proximité. Moi, je suis sur la CDR de La Rochelle, je ne vais pas aller travailler sur Rochefort. On essaye, du coup... C'est-à-dire que vos chantiers, vous les prenez que sur l'agglo, ou une grande majorité sur l'agglo? On les sélectionne, absolument. Et mais est-ce que c'est le cas de tous vos collègues? Avec le prix du carburant. Si chacun travaillait bien sur sa zone de chalandise, il y aurait du travail pour tout le monde. Donc là, c'est pas le cas. Il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et c'est un gain de gain de temps sur les trajets, sur le carburant, enfin. Au niveau de la CMA, il y a véritablement une sensibilisation. Il y a, je sais pas, des prospectus leur disant, alors attendez, pour éviter de consommer trop de carburant, prenez des chantiers proches de l'entreprise et non pas à 500 km. Oui. Dans votre entreprise, faites ceci, faites cela pour économiser l'énergie. Vous faites ça On travaille sur la RSE, absolument. Et notamment sur aussi le recrutement du personnel. Essayer de prendre du personnel qui est au plus près de nos entreprises. C'est pas évident, j'imagine. Est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser les collectivités aussi? On le voit souvent dans les appels d'offres sur les marchés, des entreprises d'autres départements qui candidatent et qui sont retenus. Alors, si on va sur sur un problème politique. Sur les appels d'offres actuellement, la commande publique, je ne veux pas dire qu'elle est nulle, mais elle est très, très restreinte. Hein. Parce que les collectivités, elles aussi,
vont subir cette crise énergétique, même si depuis les textes ont été revus et les collectivités vont pouvoir prétendre à certaines aides. Mais au niveau de la commande publique, on est presque zéro. À 2 ans des municipales, il n'y a pas de projet dans les tuyaux. Et du coup... Ou des projets qui se sont annulés. Ou des projets qui sont annulés. Pour tout ce qui est bâtiment, par rapport au neuf, il n'y a pas de projets qui sortent. Au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat, est-ce que vous avez des... Enfin, je pense que vous en avez des relations, et quelles sont-elles avec, par exemple, les clubs d'entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors déjà, pour les clubs d'entreprise, absolument. Moi, mes élus, chambres de métier, souvent, ils sont déjà intégrés dans les clubs d'entreprise, parce qu'on sait que le réseau, quand on est dans l'artisanat, le réseau est très, très important. Savoir travailler ensemble. Dans le bâtiment, quand on fait une rénovation, il y a plusieurs corps d'État qui... donc la notion de réseau est importante. Et concernant les autres consulaires, que peuvent être du coup la CCI et la Chambre d'agriculture, on travaille très bien en interconsulaire. On a une coopération. Vous vous réunissez régulièrement Oui, qui est en interconsulaire, où par exemple la semaine prochaine, le 2 février, on va inviter les acteurs économiques pour la présentation des chiffres de la Banque de France. Donc la Banque de France vient nous présenter ses chiffres 2021. Et ensuite, nous, consulaires, CCI, artisans et agriculture, on va présenter nos chiffres à nous pour donner aussi une vision à la Banque de France de notre activité. Est-ce que, pour finir sur un peu la crise énergétique, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous entrevoyez un ciel un peu bleu ou on reste véritablement dans le gris que l'on connaît depuis quelques années maintenant ? C'était les mots du président hier, il y a du blanc, il y a du noir, mais il y a du gris aussi. Et vous, c'est pareil, vous êtes alors moi, sur comme je dis, après la pluie, le beau temps. Et il tarde quand même le beau temps, il est repoussé à chaque fois. Et comme je mettais dans mon édito, voilà, on est sans doute en train de vivre une tempête. C'est pas la première qu'on vit. Il faut tenir bon la barre. Tenir bon la barre, c'est bien gérer ses entreprises, avoir des tableaux de bord, lever la tête du guidon. Pour regarder l'horizon, il faut quand même garder un optimisme, parce que si on donne pas une notion, j'essaye de donner une notion d'optimisme aux gens, parce que c'est important. Alors il y a un autre sujet qui vous énerve à première vue. On l'a compris un peu quand on a préparé cette émission, et quand on s'est appelé au téléphone. C'est ce sacré guichet unique, dématérialisé, parce que c'est celui-ci dont on parle, ce que l'on appelle le portail internet e-procédure. Donc le digital à 100%. Donc depuis le 1er janvier, c'est obligatoire. Tous les chefs d'entreprise et tous ceux qui veulent le devenir sont obligés de passer par ce guichet unique. Qu'est-ce qui vous énerve là-dedans ? Juste pour argumenter le propos de Ludovic, on revient toujours à cette journée d'hier, cette installation l'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce, l'installation du nouveau président, Alain Boucher. Lui, il est clair, il est cash, il dit c'est une fausse bonne idée. C'est pareil pour vous ? Donc c'est vrai que c'est encore une obligation de la loi Pacte. On savait qu'on allait perdre nos fonctions régaliennes d'enregistrement des entreprises au 1er janvier 2023. On avait prévenu les services de l'État, puisque la plateforme a été créée un petit peu en amont, en phase de texte, etc. On les a prévenus que ça ne fonctionnait pas. Ils ont persisté à vouloir aller lancer, voilà, ils nous coupaient les robinets. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. On peut faire marche arrière ? Alors, il y avait une procédure de sauvegarde, de retour en arrière qui était prévue. Nous, on vient d'envoyer un courrier hier à CMA France, justement, pour demander que cette procédure soit mise en place. Parce que pour les porteurs de projets, les bloquer dans leur dynamique de création, c'est pas possible. Mais est-ce que vous avez pu identifier ce qui ne marchait pas ? Parce que normalement, le digital, on l'a partout aujourd'hui. Tout est dématérialisé, oui. Au niveau des impôts, par exemple, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Qu'est-ce qui cloche là ? C'est pas plus compliqué qu'autre chose, normalement. En plus, apparemment, le site aurait été piraté. Ah, c'est bien. Voilà. Et en parallèle, les artisans reçoivent des arnaques. Voilà, il y a que ça soit de façon pour la crise énergétique ou autre, ils reçoivent des mails. Donc moi, j'ai signalé au préfet toutes ces démarches frauduleuses. Donc concrètement, aujourd'hui, on fait comment ?
Mais il m'a répondu que quand s'il y on avait crée une entreprise, s'il y avait une démarche frauduleuse, il m'a répondu qu'il fallait porter plainte. d'accord. Mais quand on crée une entreprise, on fait comment aujourd'hui avec un portail qui ne fonctionne pas? Alors, les experts comptables se sont plaints, le greffe du tribunal aussi. Nous, ils viennent nous voir aux chambres de métier. Mais du coup, on n'a plus juste un rôle de validation. On peut plus... et ils sont très, très, très agressifs. Donc, c'est remonté sur les services de l'État pour trouver des solutions. Hein. Mais on n'a pas, nous, les solutions en main aujourd'hui. Ce portail 100% numérique, il a été mis en place parce que ça coûtait trop cher au sein des CMA d'enregistrer les porteurs de projets ou pas? Non, ça a été prévu dans la réorganisation, comme les multiples réorganisations qu'on peut avoir, de qu'on fait ça à l'INPI. On a l'impression quand on vous écoute qu'on ne vous a pas consulté, on n'a pas consulté les CMA, on dit Ou pas trop. À partir du 1er janvier, pauvre portail, vous vous débrouillez avec ça. Il n'y a pas eu de concertation, de réunion de travail? Si, il y a eu des réunions de travail au plus haut de la nation, mais on les a alertés qu'il fallait que nous, on garde quand même une... Parce que concrètement, avant, ça se passait comment? Avant que ce portail soit mis en place? Ils venaient, on avait des Donc, centres de formalité entreprise. Je veux créer une entreprise, je venais vous voir avant, c'est ça? Voilà, on avait des centres de formalité entreprise dans les CMA, et les personnes venaient en rendez-vous, ou elles étaient libres aussi de le faire quand même sur Internet, hein. Oui. Mais elles venaient, et puis on leur faisait les formalités. Aujourd'hui, même les experts comptables sont dans une situation de blocage, hein. Est-ce que c'est vous savez si c'est la même chose au niveau de la CCI, par exemple, aux enregistrements? Oui, absolument. C'est pareil? Oui. C'est-à-dire donc que tout le monde est bloqué, quoi. Ce guichet formalité, quand ils l'ont mis en place, il n'était pas abouti. On leur a dit que ça ne marchait pas, il y avait des blocages. Donc il fallait peut-être peaufiner l'outil de manière à ce que ça fonctionne. Est-ce que vous avez quantifié un petit peu le nombre de porteurs de projets qui sont bloqués, des entreprises qui n'arrivent pas à démarrer parce que il y a ce portail qui fonctionne pas? Est-ce que là, par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, la semaine dernière, sur le mois de janvier, ils ont dû réussir à réaliser 10 formalités sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Oui. Alors vous disiez, on a parlé de 3 chambres consulaires tout à l'heure, vous nous dites la CCI c'est le même principe, ça marche pas, chez vous ça marche pas, et au niveau de la chambre d'agriculture alors? Vous savez, c'est ça- dématérialisé ou pas? Non, Vous ne chambre savez pas, d'agriculture, d'accord. c'est un autre système. Voilà, cette plateforme apparemment elle aurait été piratée en plus. Donc voilà, on a alerté les services de l'État et on a demandé qu'il y ait une procédure pour qu'on puisse reprendre la main le temps que ça fonctionne, quoi. Et aujourd'hui, vous avez des délais, vous avez des informations sur se dire, si, dans 2 mois, c'est bon, dans On 6 n'a mois. aucune information. Donc voilà, à part remonter au service de l'État la résolution de problèmes techniques. Et on sait bien que le digital, l'informatique, ça remplace pas la main de l'homme, hein. Une crise peut cacher une autre crise. Oui, c'est comme les trains. On va juste évoquer, alors pour être clair avec ceux qui nous regardent, on va juste évoquer un peu la réforme des retraites, mais vous avez quand même aussi un droit de réserve là-dessus, puisque voilà. Mais moi, j'aurais aimé quand même savoir, est-ce que vous avez des remontées des artisans là, sur cette réforme? Est-ce que vous avez des artisans qui disent, non, nous, on n'en veut pas, oui, elle est bien, sans prendre parti, en disant, voilà ce que vous disent les artisans. Ou plus simplement, est-ce que vous savez si des artisans ont manifesté hier? Après, le texte, je pense que voilà, il faut d'abord l'étudier. Voilà. Moi, on m'a donné quelques grandes lignes, mais je pense que derrière une grande ligne, il faut regarder s'il n'y a pas un autre train qui cache dans la voie d'après. Parce que pour les artisans, le côté positif, c'était d'avoir un minimum de retraite de 1 200 €. Mais derrière, quelles sont les conditions? Ça, il faut vraiment étudier, puis chaque cas est un cas. Chacun a sa carrière. Donc moi, en tant qu'établissement public régional d'État, on a sous tutelle de l'État, on a un devoir de réserve. Tout à fait. Donc je ne donnerai pas ma Non, position non, là-dessus. C'est pas votre Mais, position. Est-ce que les artisans craignent pour leur retraite aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous font remonter l'info? Et c'est ma question de tout à l'heure, est-ce que vous savez si les artisans sont allés manifester hier, tout simplement? Après, moi, j'ai fait le tour de mes élus. Ouais. Je pense que certains y sont allés à titre individuel. Mais c'est pas la grande majorité. Mais ils étaient libres, chacun, de pouvoir s'exprimer là-dessus. Justement, alors là, on ne parle pas de la réforme des retraites, mais des retraites en règle générale. Ça se passe comment pour un artisan? Il cotise à une caisse particulière, donc j'imagine que ça doit lui coûter bonbon. Maintenant, on cotise à la même caisse du coup que tout le monde. Hein. On cotise sur Mais est-ce qu'il y a l'URSSAF, pas un... contrairement au RSI Est-ce qu'il y a pas un précédemment. Et c'est le même principe. Du coup, il y a X années, les meilleures années, etc. Alors sur les carrières longues,
C'est là-dessus que c'était important aussi qu'ils gardent ces carrières longues. Et puis, il y a certains métiers qui sont dans la pénibilité. Donc, Oui, beaucoup de nous, métiers ce qu'on même. demandait, c'est que cette pénibilité, elle puisse Être prise en compte. être prise en compte. Et au niveau de la CMA, est-ce que, pas directement, j'entends bien, mais vous pouvez orienter vers des retraites complémentaires, des choses comme ça? Après, oui, il y a des assurances qui sont proposées aux chefs d'entreprise. Pour ça, les experts comptables sont bien affûtés. Mais encore faut-il avoir les moyens De prendre une retraite de prendre une retraite complémentaire. Et on sait qu'aujourd'hui, les artisans, ils investissent surtout sur du patrimoine immobilier, leur propre patrimoine et le patrimoine de l'entreprise. Pour une meilleure transmission Pour après, c'est ça? une transmission Ouais. et puis pour prévoir leur retraite. Hein. Mhm. Pour avoir une CMA, il faut des artisans, et pour avoir des artisans, il faut des gens qui soient formés. Et donc là, on passe au CFA, Centre de formation de l'artisanat, hein, c'est ça, c'est le vrai terme? Centre de formation par l'apprentissage. Par l'apprentissage, pardon, excusez-moi, de Charente-Maritime. Donc vous chapeautez aussi celui de Jonzac et celui de Lagorre, que l'on connaît mieux, nous, ici. Est-ce que les métiers artisanaux attirent les jeunes? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, vous avez dit que ça coinçait un petit peu quand même, mais est-ce que, en règle générale, quand même, les CFA sont remplis? Aujourd'hui, on a passé le cap de 2500 apprentis dans notre CFA 17, donc sur les 2 établissements. C'est beaucoup ça ou pas? C'est beaucoup puisque ça fait depuis 4 ans où on fait 10% de plus par an. Et vous avez une capacité d'accueil de combien? Je ne veux pas dire qu'on est au taquet, mais, Mais presque. quoi. mais pratiquement. il est- Il faudrait pousser les murs. Celui de Lagorre est tout neuf, mais il faut déjà l'agrandir. Quoi. Voilà, absolument. Il faudrait déjà... Alors, on sait qu'il y a des possibilités aussi de nouvelles formations, des formations peut-être un peu plus hybrides, avec une partie digitale. Mais... Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que les CFA se mettent au goût du jour? Est-ce que vous avez les moyens de mettre le CFA au goût du jour? Parce que forcément, tout ça pèse un certain poids financier. Alors, le nouveau CFA, c'est vrai qu'il a été ouvert il y a 3 ans, là, transféré du prieuré sur Lagorre, où on a un très bel outil de travail. La partie mécanique auto a été transférée aussi. Et la récemment. partie mécanique est en cours de construction et sera d'accord. transférée à la rentrée du mois de septembre. Du coup, avec des équipements qui seront au top. Hein. Et l'ancien prieuré, ça va devenir quoi? C'était la propriété de qui déjà? C'était notre propriété, Donc vous ça a le été revendu à l'EPF D'accord, donc au moment pour faire du logement. où il va y avoir une zone de rénovation urbaine qui est D'accord. prévue à cet endroit-là. Donc vous nous avez dit 2500 apprentis, hein, c'est Oui. ça, au sein de CFA. Est-ce que vous avez beaucoup de pertes? Alors Entre déjà, guillemets. l'apprentissage a beaucoup depuis 2018, depuis la loi La liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée par Madame Pénicaud, on a redoré l'apprentissage. Comment vous avez fait? Expliquez-moi comment on peut Alors redorer déjà, ils ont élargi l'apprentissage à 30 ans. Il y a eu des aides de l'État de manière à inciter les chefs d'entreprise à prendre des apprentis. D'ailleurs, ça a été renouvelé en fin d'année. Et là, ils viennent d'annoncer que ça sera renouvelé jusqu'en 2027. Une aide de 6 000 € pour que les artisans prennent des apprentis. Alors ça marche ou pas? L'incitation Ouais, l'incitation financière, fonctionne. oui, est importante. Hein. Et puis au-delà de ça, on a quand même des métiers qui sont des métiers de passion qui attirent les jeunes. Alors justement, sur ces 2 CFA, combien de métiers vous enseignez? On a environ 35 métiers. D'accord. Voilà. Et est-ce que il y a peut-être des jeunes qui sont un petit peu perdus dans tout ça? Est-ce que vous pouvez leur proposer une offre de découverte de plusieurs métiers? Est-ce que ça se fait ou pas? Ils ont la possibilité de faire des stages quand ils sont en Donc, avant 3e. avant de rentrer au CFA. Oui, avant d'entrer D'accord. au CFA, il y a des stages en 3e. Oui. Et des stages aussi sur les vacances scolaires. Ils peuvent demander de venir faire une semaine de stage dans une entreprise artisanale. Et D'accord. ça, c'est ce qu'on conseille. Mais là, il faut qu'ils passent par le CFA déjà. Il faut qu'ils On viennent. a des conventions, des D'accord. possibilités de conventionnement Oui. pour qu'ils puissent faire des stages en entreprise. Donc Bon. un jeune qui hésiterait entre plusieurs métiers. Donc vous écoutez les jeunes et puis après vous lui dites peut-être que tu pourrais aller là où il peut faire plusieurs entreprises, c'est ça? Voilà. Et puis il y a aussi les portes ouvertes où il peut venir découvrir toutes les filières. Voilà, c'est vrai qu'on a une filière de la restauration à l'automobile, en passant par les métiers de service. On a une filière sérigraphie. Bon, voilà. Sérigraphie, c'est récent peut-être, non? Non, ça Non fait quelques années. C'est une D'accord. filière qui marche très, 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 très bien, la communication graphique. D'accord. Et on est bien d'accord, le CFA aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas que le CAP. Non, on va du CAP jusqu'au BTS. Et du coup, avec Calliope,
Calliope qui est Calliope pour la qualité. D'accord. Du coup, en même temps qu'il y a eu la réforme de la formation professionnelle, les établissements qui faisaient de l'apprentissage étaient dans l'obligation de mettre ce référentiel qualité. Ce qui permettait de garantir aussi, par exemple, on regarde les taux d'insertion, les taux de satisfaction. Les fiches métiers ont été bien normées. Voilà, sur les sites internet, il y a toutes les informations. Donc, il y a une vraie démarche qualité, de manière à ce que nos centres de formation soient toujours dans l'amélioration continue et qu'on soit au niveau du référentiel. Alors, cette formation en alternance, est-ce que vous avez aussi des contrats de partenariat avec des entreprises sur la recherche? On peut penser à Etré, notamment chez Alstom. Est-ce que vous avez quelque chose avec eux? Alors, nous, on n'a pas de formation industrielle. D'accord. On forme des peintres. Oui. C'est plutôt des peintres orientés bâtiment. Bâtiment. Okay. Voilà. Concernant l'industrie, on est plus sur des métiers de l'artisanat. D'accord. Et les jeunes qui sortent de votre système de formation, que ce soit du CAP au BTS, ils trouvent du job après? Ils sont repris par leur patron ou il y en a qui restent sur le carreau? Il y en a qui restent en entreprise, il y en a qui choisissent d'autres voies, puisque le principe aussi de Calliope, c'est de pouvoir proposer des passerelles entre les métiers. Mais des jeunes qui sont en bac pro-vente peuvent continuer sur des BTS et après sur des formations universitaires. Hein. Donc on trouve du boulot en sortant d'un CFA? À 60%, un jeune, c'est le taux d'insertion professionnelle après un diplôme obtenu au CFA. Et la réussite aux examens est de presque 90%. Quels sont les métiers qu'on le vend en poupe? Dans les métiers de l'artisanat, hein, j'entends, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qui ressort? Le BTP? Toujours? Encore? Les filières, l'électricité, la plomberie, on sait qu'il y a tout ce qui est lié au BTP, ça attire les plus et on a les jeunes. Du mal, ça attire les énergies renouvelables, attire les jeunes. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a des formations particulières aujourd'hui dans les métiers de l'écologie? Oui, et nous avons une formation sur les énergies renouvelables. Ça, ils sont recrutés et ils attirent beaucoup les jeunes. Ouais. Absolument. On parlait de la mécanique auto tout à l'heure. Est-ce que les formations mécanique auto ont évolué avec l'apparition de la voiture électrique? Oui. Nos nouveaux plateaux techniques, du coup, seront dotés de matériel pour pouvoir justement avoir les dernières technologies. Et puis quand on parle de mobilité, il n'y a pas que l'auto, il y a aussi le cycle, la moto. Donc là aussi, une la formation carrosserie, oui, on aura tout le... Et le vélo électrique? Et le vélo électrique, absolument. La trottinette électrique? On aura toutes les mobilités possibles, surtout que le CFA de la Gore est installé sur un pôle bas carbone. Oui, le pôle bas carbone, oui. Où, que ça soit le bâtiment ou les métiers qu'on y enseigne sont tournés sur le développement durable. Alors, on parle de... Alors, c'est peut-être un petit peu plus industriel, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des métiers de l'artisanat. On est quand même dans un port maritime. Hein, vous avez beaucoup de formations liées justement à l'économie maritime ou pas? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui de formation liée au nautisme. On a réouvert cette année un CAP menuisier installateur qui peut convenir du coup pour les constructeurs de bateaux. Mais en termes d'orientation, on veut justement accompagner un peu plus les artisans du nautisme. Alors sous quelle forme? De la charpenterie de marine, du polyester? Il y a du cellier, il faut voir un petit peu quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on peut les accompagner. Ça fait partie des thématiques qui me tiennent à cœur. On est au bord de la mer, on a des artisans du nautisme, savoir comment... Voilà, il y a des celliers. Et le nautisme, elle va en poupe en plus, c'est le cas de le dire. Oui, oui. Est-ce que vous avez... je rebondis un petit peu sur ce que disait Yannick, la relation avec certaines entreprises, mais est-ce que vous avez la relation avec d'autres écoles ou d'autres centres de formation? Je pense notamment aux compagnons du devoir. Est-ce qu'il y a des passerelles entre vous? Il y a le CIPECMA aussi. Où chacun fait ce qu'il veut de son côté. Après, chacun a son type de formation. Ouais. Hein. Ouais. Mais est-ce que... vous discutez entre vous ou... Après, on est un peu sur une carte des formations. Chacun, du coup, a son type de formation. Le CIPECMA est plus sur des formations commerciales ou industrielles. Il y a une concurrence? Non, ce n'est pas une concurrence, on est complémentaires. Et puis, du coup, ce qui est bien, c'est que pour les jeunes, c'est qu'ils aient le panel de choix pour leur formation professionnelle. Mais avec les compagnons du devoir, là, vous êtes un peu sur les mêmes corps de métier. On a des métiers complémentaires.
Mais après... On peut imaginer un jeune qui sort du CFA avec un diplôme et qui aille chez les compagnons? Absolument, oui, oui. Quelqu'un qui sort avec un CAP menuisier installateur, il peut aller poursuivre sur un CAP charpente chez les compagnons. C'est pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a l'impression que vous ne vous parlez pas. Quand vous dites chacun fait son truc, est-ce que vous vous parlez? Est-ce qu'il y a à un moment donné, est-ce que vous vous réunissez en disant voilà, nous on a repéré ça, on a vu telle ou telle chose, ça va pas, est-ce qu'on pourrait... Non, oui. Chacun a ses formations dans ses établissements. On s'est rencontrés sur Passerelle, on a discuté, voilà, on discute entre nous les problématiques qu'on peut avoir les uns ou les autres sur les différents métiers. Je sais que les compagnons, par exemple, eux, ils ont la couverture, et ils ont déjà du mal à remplir leur section avec des couvreurs, des jeunes couvreurs. Donc, je ne vais pas mettre, moi, ce type de formation en place. Après, oui, d'accord, il y a quand même une entente en disant... On se parle sur le fait qu'il y a peut-être tel métier ou tel métier qui a des besoins. Je ne sais pas, moi, je prends un enduiseur, une formation pour faire des enduits. Voilà, on se parle dans ce sens-là. Sur le CFA de Lagor, le pourcentage filles-garçons? Alors là, je ne me suis pas du tout, parce que c'est très variable suivant les métiers. D'accord. Et de mémoire, il y a une possibilité d'hébergement pour les jeunes apprentis à Lagor? Oui, il y a une résidence Utopia, qui est une résidence, du coup, où les jeunes, ils vont partager, du coup, puisqu'ils sont là qu'une semaine par mois. Oui. Donc, dans la chambre, il y a 3 placards. Et du coup, quand ils viennent, ils ont toujours la même chambre avec le placard, etc. Et c'est le principe d'une redevance. C'est une résidence jeune qui est encadrée par des animateurs. Donc il y fait bon vivre là sur ce site bas carbone là. Oui. Justement, puisqu'on parle du CFA, le 28 janvier, il y aura les portes ouvertes. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Moi je suis jeune, je ne sais pas trop où je vais, je suis un peu paumé, je passe la porte justement, c'est un peu le principe. Qu'est-ce que j'y trouve? J'espère y trouver en tous les cas. On peut y venir pour découvrir du coup tous les métiers, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Une famille peut venir avec un enfant pour découvrir tous les métiers, parce que plus tôt on en parle dans les familles, et plus tôt ça a le temps de mûrir. Hein. Il y aura des jeunes apprentis qui seront présents? Oui. D'accord. Pour échanger, oui. Et puis après, celui qui sait le métier qu'il veut faire, il va prendre un rendez-vous, et du coup il va découvrir cette filière-là, ce métier-là, plus profondément. Du coup, il pourra aller jusqu'à sa préinscription. C'est des rentrées scolaires qui sont comme l'éducation nationale au mois de septembre, où on peut intégrer à n'importe quel moment? Alors la loi, justement, choisir son avenir professionnel, permettait de rentrer à tout moment. Pas facile. Et aussi d'avoir des parcours individualisés. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes avec des bac plus 2, qui sortent, et bien entendu, ils n'ont pas besoin de faire la formation classique, français et maths, ils font vraiment que la formation professionnelle, et du coup, ils vont faire leur CAP en 1 an. Donc ça, c'est ça qui est important. C'est que même un jeune avec un bac peut venir intégrer le centre de formation pour passer un CAP en 1 an. Il y a une sélection où tout le monde peut y aller. À partir du moment où vous avez un employeur, vous trouvez un employeur, tout le monde peut y aller. D'accord, c'est pas... Et plus tôt on s'y prend, parce que c'est vrai que du coup, il y a des sections qui sont contingentées. Quand il n'y a plus de place en coiffure, il n'y a plus de place en coiffure. Donc plus tôt on trouve son employeur et on va s'inscrire. Et plus tôt, voilà, puisque je revenais à ma question de tout à l'heure. Si ce 28 janvier, une jeune fille dit « je veux faire coiffure, j'ai un employeur », vous ne pourrez l'intégrer par contre qu'au mois de septembre. Oui, elle démarrera au mois de septembre, mais elle peut très bien démarrer dans son entreprise au mois de juillet. Elle peut signer son contrat pour démarrer en entreprise au mois de juillet. Et ensuite, elle aura son planning de formation pour démarrer au mois de septembre. Vous parliez d'Erasmus tout à l'heure. Les jeunes, vous les envoyez où? Dans quel pays étranger? Alors, on a un partenariat avec Oldenburg, en Allemagne. Mais aussi, suivant les filières, là, il y a des jeunes de la restauration qui vont partir en Irlande, à Galway, pour visiter des établissements. Actuellement, on a des coiffeuses qui sont à Barcelone. Et on a du personnel de service, hôtellerie, restauration qui sont aussi à Sitges à Barcelone. Et ça, du coup, ça fait rêver les jeunes d'avoir ces cursus à l'international, de voir un peu comment on travaille ailleurs. Est-ce que le Brexit a fermé la porte à l'apprentissage, ou du moins aux découvertes en Angleterre, par exemple? Non. En Angleterre, non, on va surtout en Irlande. Ah non, oui, c'est plus oui, surtout Vous avez raison, c'est un très beau pays. le CFA de La Rochelle, est-ce qu'il a une bonne cote?
Eh ben, Est-ce qu'il a une bonne Mais renommée? c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont cotés, les CFA? Est-ce qu'il y a un classement? Le classement, Comment c'est on le le fait taux pour de les réussite aux examens. Et qui est très bon, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, et on sait qu'un jeune qui vient dans le CFA, déjà, le fait de passer la porte, de voir l'établissement, ses yeux brillent, et s'il a un métier qui lui plaît, c'est une belle façade. Mais il ne faut pas oublier non plus le CFA de Saint-Germain-de-Lusignan, Oui. qui a le mérite du coup d'être un peu plus dans la ruralité, Ah, donc là, qu'est-ce qu'on y enseigne? mais de proposer aussi des filières d'excellence. Lesquelles? Donc coiffure, hôtellerie, restauration. Donc on est sur les mêmes types de formations que celui de l'Agor. Oui, sauf qu'on n'a pas de formation bâtiment. D'accord. Et il y a combien de jeunes là-bas? Il y a 500-600 jeunes qui sont là-bas. Et on a même des formateurs qui sont meilleurs ouvriers de France. Voilà, sur les formations de l'hôtellerie. Justement, au niveau des formateurs, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des gens qui ont un cursus dans l'éducation nationale? Est-ce que ce sont des professionnels, des artisans? Comment ça se passe? Pour tout ce qui est transmission des savoir-faire, c'est des professionnels. D'accord. Voilà, Mais des gens qui ont été artisans à un moment donné il leur de faut leur quand même vie. une formation théorique pour savoir donner un cours. Comment ils sont formés, ces gens-là? Ou ils sont directement lâchés dans l'arène? Après, nous, on les forme aussi, mais ils ont aussi leur propre formation professionnelle. Hein. Oui, mais de là à donner un cours, c'est pas évident. Même si c'est un cours technique, il faut un minimum peut-être de pédagogie. Oui. Il faut quand même. Je ne veux pas vous mettre en concurrence avec l'éducation nationale. Mais Non, on n'est pas éducation nationale. Et puis, c'est vraiment la transmission du savoir-faire. la transmission d'un geste, en fait. D'un geste, voilà. Alors, vous Il n'avez faut pas être répondu tout artisan. à fait à la question de Yannick. Est-ce que le CFA de l'Agor est bien classé? Ouais. Est-ce que Il y c'est a un pas de bon classement. CFA? Il n'y Il en n'y a a pas pas. de classement. Non, mais Mais vous je peux dire, regardez- pour la vous le Nouvelle-Aquitaine, Non, mais vous mes regardez, collègues, vous regardez un petit peu quand même ce qui se fait ailleurs. Le taux de réussite aux examens, vous nous le rappelez? 60%. 60%. Donc par rapport Non, à 85%. Et le 85%. taux d'insertion, c'est voilà, 60%. 85%, bah, vous regardez un petit peu ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes élu sur la chambre des métiers aussi artisanale Nouvelle-Aquitaine. Alors comment vous vous positionnez? Il y a mieux que vous? Vous êtes bien ou... Je pense que moi, je suis très bien sur la Vous êtes pas mal? Charente-Maritime. Et D'accord. on est très convoité. Ouais. Je suis la première. J'ai le premier CFA de Nouvelle-Aquitaine. Donc, Ah bah voilà, fallait nous le dire tout de suite. Voilà, c'est mais une bonne nouvelle. après, je ne veux pas concurrencer mes collègues. Non, mais Ah, c'est mais pas non, non, Chacun mais- a le mérite d'avoir un CFA, Oui. ou pas, dans son département. Il y a des petits Non, départements mais quand on a des bons qui résultats, n'ont pas il faut le dire. Hein, de CFA. Mais c'est important, du coup, de former dans ces métiers de l'artisanat, d'offrir, du coup, aux artisans de la main-d'œuvre pour travailler. Hein. Alors justement, la manœuvre pour travailler, elle peut donc... on va rappeler la date, c'est le samedi 28 janvier. Absolument. Les portes ouvertes du CFA. À partir De de quelle heure 9h à 17h, Donc toute la sur journée. l'Agor, et sur Saint-Germain-de-Lusignan, pareil. Pareil. également? Pareil. D'ailleurs, c'est tous les CFA de Nouvelle-Aquitaine qui font des portes ouvertes le même jour, ou chacun fait un peu ce qu'il veut? On a une semaine, on a une semaine de l'apprentissage. D'accord. C'est cette semaine-là, et en l'occurrence, c'est ce week-end. Vous parliez service, restauration, question un petit peu plus légère. On pourra manger sur place? Alors, ce jour-là, non. Mais il y a en effet un restaurant pédagogique. Un petit peu comme le lycée hôtelier? Absolument, oui. Un restaurant pédagogique dans lequel, du coup, Alors, faut faire comment? vous Faut pouvez réserver. Faut réserver à l'avance, ça se passe... Sur Internet, vous avez les menus. D'accord. Puisque ça tient compte aussi d'une pédagogie, voilà, d'un cursus pédagogique. Et donc, ce sont les jeunes qui vous servent. D'accord. Donc là, on peut y il y a manger des tous les midis? Le mardi, vendredi, mardi, mercredi, vendredi. Mardi, il y a mercredi, 2-3 jours. Combien de places? Vous allez sur le site internet. C'est variable du D'accord. coup sur le nombre de jeunes qu'on a et en cuisine et en service. Et on mange pour combien? C'est variable suivant le menu. Il y a un menu de gala qui était à 40 € pour financer le séjour en Irlande. Ouais. Et après, il y a des menus qui sont à 20 €. Voilà. Oui, mais classique, on n'est pas là pour classique. faire de la Bien sûr, bien concurrence sûr. Non, mais... aux hôteliers. C'est ça, hein, c'est important. non, mais je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ne savaient pas que vous aviez ce qu'on peut appeler un restaurant d'application. Un restaurant d'application, de la même manière qu'au lycée hôtelier. Les menus sont sur les sites internet. Et quand les menus sortent, le restaurant est très vite rempli. C'est très Ah, convoité. vite rempli. D'accord. Donc il faut s'inscrire... Enfin, il faut y aller vite, quoi. Il faut réserver rapidement. Très bien. Merci Sylvie Martin d'avoir répondu à toutes ces questions. Juste en parallèle, dites-nous. dire qu'on travaille aussi beaucoup sur l'accueil des migrants, en partenariat avec le département. On accueille à peu près 150 migrants par an. C'est important de le souligner et d'avoir une action de solidarité. Il y a des métiers... Alors, quand vous dites migrants, on est sur des mineurs. Des jeunes mineurs des non jeunes- accompagnés. D'accord. Hmm. Donc, oui, en partenariat, oui, avec le département. Avec le département, oui. Donc, vous leur trouvez des formations, comment ça se passe? Ils intègrent nos formations
Et Mais c'est peut-être... Alors là, peut-être que c'est la Chambre des métiers de l'artisanat qui fait la démarche, je m'avance, hein, pour eux d'aller trouver un patron, parce que ça ne doit pas être évident quand même. Alors c'est en collaboration aussi avec des associations, Migrants 17, etc. Mais c'est important de souligner qu'on est dans cette action de solidarité et d'intégration de populations en difficulté. Diverses ou en difficulté. Voilà. Et puis en parallèle, d'autres partenariats aussi avec le service militaire volontaire. Et puis Pôle emploi aussi, on propose des formations. Donc il y a la formation initiale des jeunes, mais aussi de la reconversion pour les adultes. Vous allez jusqu'à 30 ans, vous nous aviez dit tout à l'heure ? 30 ans avec l'apprentissage, mais en reconversion, on peut se reconvertir à tout moment de la vie. Hein. Et d'ailleurs, on appelle les gens qui sont en quête de sens dans leur vie à venir rejoindre les métiers de l'artisanat, qui sont des métiers, parfois difficiles, mais porteurs de sens. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est un métier manuel, pour le faire, on a besoin de sa tête et surtout de son cœur pour bien l'exercer. Donc le 28 janvier, des jeunes, mais pas que. Mais pas que, on accueille tout le monde. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sylvie Martin d'avoir participé à cette émission et de nous avoir un petit peu éclairé sur la Chambre des métiers, sur le CFA aussi, et puis de la position qui n'est pas forcément évidente de nos artisans aujourd'hui en Charente-Maritime et en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que pour l'avenir, on sait que l'artisan d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et ne sera pas non plus celui de demain. Et que vous êtes optimiste. Il faut garder l'optimiste et du coup dans nos valeurs c'est l'écoute, l'engagement, l'innovation et voilà, et garder absolument une vision d'avenir positive. Ouais. Merci Yannick, merci. On se retrouve nous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Portez-vous bien, passez un très bon week-end. Il va faire beau ce week-end, donc profitez-en, ça va pas durer. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.